Un millionnaire se déguise en employé et découvre que sa femme de ménage pourrait être la petite amie parfaite. Il avait tout, l'argent, le pouvoir et un avenir assuré aux côtés d'une fiancée parfaite. Mais lorsqu'il décida de se déguiser en employé pour découvrir les secrets cachés de son entreprise, il finit par trouver quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Une femme de ménage humble, capable de bouleverser sa vie et son cœur. Pardon d'interrompre ton histoire, mais si tu aimes ce genre de contenu, n'oublie pas de t'abonner. Aide cette chaîne à grandir. Que Dieu te le rende au centuple. Merci et bon visionnage. Le soleil de Paris perçait à travers les immenses baies vitrées du 47e étage, illuminant le penthouse le plus exclusif du quartier du Marais. Alexandre Duval contemplait la ville depuis sa terrasse privée, une tasse de café de spécialité des Alpes françaises à la main. À 35 ans, il avait bâti un empire commercial s'étendant de la technologie à l'immobilier, mais son cœur restait aussi froid que le marbre de Carrare qui ornait son intérieur. L'appartement reflétait parfaitement sa personnalité. Lignes épurées, tons neutres, mobilier de designer italien et absence totale de chaleur humaine. Les murs blancs étaient décorés uniquement d'art contemporain, acquis davantage pour leur valeur d'investissement que pour un quelconque goût personnel. Pas une seule photo de famille, ni souvenir personnel n'y figurait. C'était comme vivre dans un magazine d'architecture. « Monsieur Duval, vous avez une réunion avec les investisseurs japonais dans 2 heures », annonça Étienne Morel, son assistant personnel depuis 8 ans, tout en consultant son planning sur une tablette. Alexandre acquiesça sans détacher son regard de la ville. Étienne était le seul employé en qui il avait une confiance totale, peut-être parce qu'ils partageaient tous deux cette efficacité froide propre au monde des affaires. C'était un homme de 40 ans, toujours impeccablement vêtu, qui avait appris à anticiper chaque besoin de son patron avant même qu'il ne l'exprime. « Avant cela, je dois examiner ses rapports », dit Alexandre en désignant une chemise cartonnée posée sur la table en verre de la salle à manger. Depuis plusieurs semaines, il recevait des rapports anonymes sur le climat de travail dans ses entreprises. Au départ, il les avait ignorés, les considérant comme de simples plaintes d'employés mécontents. Mais la régularité et le niveau de détail des dénonciations avaient fini par l'inquiéter, non pas pour les employés, mais pour les potentielles répercussions sur l'image publique de ces sociétés. Alexandre ouvrit la chemise et se mit à lire. Les rapports faisaient état de harcèlement moral, d'humiliation publique, de discrimination envers le personnel de ménage et de conditions de travail dégradantes. Des témoignages anonymes décrivaient une ambiance toxique où les supérieurs traitaient les subalternes comme des objets jetables. Dans le service de nettoyage, une employée a été forcée de déboucher les toilettes des cadres avec ses propres mains, tandis que tout le monde riait, lut-il dans un des témoignages. La responsable des ressources humaines autorise les cadres à humilier publiquement les employés devant leurs collègues. Alexandre fronça les sourcils. Ce n'était pas qu'il se souciait particulièrement de ses employés. Après tout, il n'avait jamais interagi directement avec eux. Mais si ces accusations venaient à fuiter dans la presse ou à affecter la cote de ces sociétés en bourse, les conséquences seraient désastreuses. « Étienne, tu étais au courant de cela ?» demanda-t-il en lui tendant certains des rapports. Son assistant s'approcha et lut par-dessus l'épaule d'Alexandre. Son expression resta impassible. « J'avais entendu quelques rumeurs, monsieur, mais je pensais qu'il s'agissait d'exagérations habituelles du personnel technique. Vous savez comment sont ces gens, toujours en train de se plaindre de quelque chose. » Cette réponse ne convainquit pas Alexandre. Pour la première fois depuis des années, il ressentit le besoin de connaître la vérité par lui-même. Il ne pouvait se fier ni aux rapports des ressources humaines, ni aux versions édulcorées des cadres. Il devait voir de ses propres yeux ce qui se passait réellement dans les couches les plus basses de son empire. « J'ai une idée, » dit-il soudainement, refermant la chemise d'un geste sec. « Quel genre d'idée, monsieur ?» demanda Étienne, reconnaissant ce regard déterminé dans les yeux de son patron. « Je vais m'infiltrer dans l'entreprise en tant qu'agent d'entretien. » Le silence qui suivit était si lourd qu'on aurait pu le trancher au couteau. Étienne cligna des yeux plusieurs fois comme s'il n'avait pas bien entendu. « Je vais m'infiltrer dans l'entreprise en tant qu'agent d'entretien. » « Pardon, comment dites-vous ? Ce que tu as entendu. Je vais travailler comme agent d'entretien ou de maintenance pendant quelques semaines. C'est la seule façon de connaître la vérité sans que tout le monde fasse semblant d'être parfait, parce que le patron est présent. » Étienne laissa tomber sa tablette sur le canapé en cuir italien et s'approcha d'Alexandre, l'air inquiet. « Monsieur Duval, avec tout le respect que je vous dois, c'est une idée désastreuse.
Imaginez le scandale si quelqu'un vous reconnaît. Et vos engagements? Vous avez la réunion avec les Japonais, le conseil d'administration jeudi, le dîner de bienfaisance vendredi. Annule tout, l'interrompit Alexandre. Ou mieux, invente que je suis malade. Une grippe ou quelque chose dans ce genre. Mais enfin, monsieur, vous ne pouvez pas simplement disparaître. Et Madame Isabelle? Votre fiancé attend que vous l'accompagniez au vernissage de sa nouvelle galerie demain soir. Alexandre s'arrêta net à l'évocation du nom de sa fiancée. Isabelle Corbin Lemoine, héritière d'une dynastie de politiciens et d'industriels, était la femme parfaite selon les standards de leur cercle social. Belle, cultivée, avec les bons contacts et surtout un atout pour ses affaires. Leur fiançailles relevait plus d'une fusion stratégique que d'un véritable élan romantique. Dis-lui que je dois partir en urgence à Lyon pour affaires. Je me rattraperai plus tard. Étienne arpentait le salon en gesticulant nerveusement. C'est une folie, monsieur. Vous ne savez rien de ce genre de métier. Vous n'avez jamais tenu une serpillière de votre vie. Comment comptez-vous passer inaperçu? C'est toi qui vas m'y aider, répondit Alexandre avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. J'ai besoin de faux papiers, d'uniformes, d'une histoire crédible. Et surtout, personne aux ressources humaines ne doit savoir qui je suis vraiment. Pendant les 2 heures suivantes, Étienne tenta de dissuader son patron avec tous les arguments possibles. Il parla des risques juridiques, des répercussions médiatiques, de l'incompatibilité de ce projet avec son statut social. Mais Alexandre avait pris sa décision, et quand cela arrivait, rien ni personne ne pouvait le faire changer d'avis. « Très bien », soupira enfin Étienne. « Si vous êtes décidé à mener cette folie, faisons-le au moins correctement. J'ai un contact aux ressources humaines qui peut créer un faux dossier. On dira que vous êtes Étienne Valois de Saint-Denis, veuf, sans enfant, avec de l'expérience dans le nettoyage de bâtiments. Parfait. Quand puis-je commencer? Je vais tout préparer pour lundi. Mais monsieur Duval, promettez-moi que si les choses deviennent incontrôlables, vous abandonnerez ce plan immédiatement. » Alexandre ne répondit pas. Il était trop absorbé par l'idée de déambuler dans les couloirs de sa propre entreprise sans que personne ne sache qui il était. Pour la première fois depuis des années, il ressentait quelque chose qui ressemblait à de l'excitation. Le dimanche soir, Étienne arriva au Penthouse avec un sac plastique contenant 2 uniformes bleu marine, avec le logo de l'entreprise brodé sur la poitrine, des chaussures de travail noires et usées, ainsi qu'un badge indiquant « Étienne Valois, maintenance ». « Voici votre nouvelle identité », dit Étienne en lui tendant les documents. « Selon votre dossier, vous avez travaillé 2 ans dans une société de nettoyage et vous postulez ici pour obtenir un revenu plus stable. Votre horaire sera de 6 heures à 14 heures. » Alexandre prit l'uniforme dans ses mains. Le tissu était rêche, bien loin des costumes en soie italienne qu'il portait d'ordinaire. Pendant un instant, il hésita. Était-il vraiment capable de faire cela? Il se dirigea vers sa chambre et se changea lentement. Le pantalon était légèrement trop large, la chemise rugueuse contre sa peau habituée à la douceur du coton égyptien. Les chaussures de sécurité, bien que neuves, paraissaient lourdes comparées à ses chaussures Richelieu en cuir italien. Lorsqu'il se regarda dans le miroir en pied de son dressing, il ne reconnut pas l'homme qui lui faisait face. L'uniforme le transformait complètement. Il n'était plus Alexandre Duval, le magnate des affaires. Il était Étienne Valois, un travailleur parmi tant d'autres. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Alexandre ressentit quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis l'enfance. La peur. Peur de l'inconnu, d'être traité comme il avait traité d'autres pendant des années, sans même s'en rendre compte. Peur de découvrir des vérités sur lui-même qu'il aurait préféré ignorer. Mais aux côtés de la peur, il ressentit aussi autre chose, une étrange détermination. Demain commencerait une aventure qui changerait à jamais sa vision du monde, même s'il ne le savait pas encore. « Êtes-vous sûr de vous, monsieur ?» demanda Étienne une dernière fois. Alexandre ajusta son badge sur sa poitrine et acquiesça. Demain à 6 heures pile, Étienne Valois se présentera à son premier jour de travail. Il n'avait aucune idée que cette décision impulsive allait bouleverser non seulement sa compréhension du monde, mais aussi son cœur, d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. 5h30 du matin arrivèrent comme un coup brutal pour Alexandre. Le réveil sonna dans son Penthouse, mais pour la première fois depuis des années, ce ne fut pas son majordome qui lui apporta son café. Il enfila son uniforme bleu marine et prit le métro en direction de sa propre entreprise, à La Défense. Une expérience totalement inédite pour lui. La rame était bondée de travailleurs matinaux, femmes de ménage, ouvriers, vendeurs ambulants. L'odeur de sueur et de parfum bon marché
se mêlait à celle des croissants au beurre qu'une dame vendait dans un coin. Alexandre observait des visages fatigués, des mains calleuses, des chaussures usées. C'était un monde totalement inconnu pour lui. C'était un monde totalement inconnu pour lui. En arrivant au siège qu'il avait lui-même fait construire, il le vit sous un tout autre regard. Ce n'était plus le symbole imposant de sa réussite, c'était désormais simplement son lieu de travail. Il entra par l'entrée de service, où un agent de sécurité ne leva même pas les yeux de son téléphone pour vérifier son badge falsifié. « Tu dois être le nouveau », grogna le gardien. « Sous-sol, niveau -2, cherche Monsieur Armand. Et ne sois plus en retard. » Alexandre voulut le corriger, lui dire que c'était son premier jour, mais il se mordit la langue. C'était sa nouvelle réalité. Le sous-sol sentait les produits ménagers et l'humidité. Les murs en béton brut étaient tachés et l'éclairage fluorescent projetait des ombres inquiétantes. Un contraste brutal avec les étages supérieurs en marbre et en verre qu'il connaissait si bien. Monsieur Armand Lefebvre se révéla être un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux entièrement blancs et aux mains marquées par des décennies de labeur. Son visage exprimait la sagesse de celui qui avait tout vu dans sa vie. « Alors c'est toi, Étienne ?» demanda-t-il en le regardant de haut en bas. « Tu as l'air bien propre pour quelqu'un venant d'une autre société de nettoyage. »« Oui, monsieur. Je fais très attention à mon apparence, » répondit Alexandre, essayant de paraître convaincant. « Très bien, fiston. Ici, tu vas apprendre qu'aussi propre que tu sois, on te traitera toujours comme une ordure. » Monsieur Armand lui tendit un chariot avec du matériel de nettoyage. « Tu commenceras aux étages 3 à 5. Et une chose, quand tu croises des cadres, deviens invisible. Ils n'aiment pas voir nos têtes. » Pendant les premières heures, Alexandre lutta avec des tâches aussi simples que manier correctement une serpillière. Ses mains, habituées à signer des contrats ou manipuler des écrans tactiles, s'irritaient au contact du manche rugueux. Son dos lui faisait mal, à force de prendre des postures inconnues. Mais ce qui le frappa le plus, ce fut l'indifférence. Les cadres passaient à côté de lui comme s'il n'existait pas. Certaines assistantes laissaient tomber des papiers près de lui, espérant qu'il les ramasse sans même dire merci. Les responsables parlèrent de lui à la 3e personne, alors qu'il était juste là. « Cette serpillière est vraiment sale », commenta une femme en tailleur à sa collègue. « Il devrait remplacer ce personnel plus souvent. » Alexandre serra les dents, ressentant pour la première fois ce que cela signifiait d'être traité comme un objet. Il était environ 10 heures du matin lorsqu'il la vit pour la première fois. Elle marchait dans le couloir du 4e étage, poussant un chariot chargé de produits d'entretien, avançant avec une grâce naturelle, malgré le poids. C'était une jeune femme d'environ 28 ans, aux cheveux noirs attachés en une queue de cheval simple. Son visage avait cette beauté authentique qui n'avait pas besoin de maquillage pour rayonner, et ses yeux noisettes reflétaient une détermination qui capta aussitôt l'attention d'Alexandre. Son uniforme était identique au sien, mais il lui allait autrement. Elle ne semblait pas brisée comme d'autres employés. Elle marchait la tête haute, avec dignité. « C'est Claire Dupont », lui souffla Monsieur Armand, qui venait d'apparaître à ses côtés. « Elle est ici depuis 3 ans. C'est une bonne fille, mais elle a du caractère. C'est pour ça qu'il la surveille. » La surveille ? La responsable des ressources humaines, Madame Béatrice, ne peut pas la supporter. Et encore moins depuis l'arrivée de la nouvelle directrice de l'image de l'entreprise. Cette dame déteste Claire sans raison valable. Comme si elle avait été invoquée par ses paroles, un groupe de femmes cadres fit son apparition, mené par une blonde d'une 40aine d'années, vêtue d'un tailleur de créateur qu'Alexandre reconnut immédiatement. C'était Madame Béatrice Moreau, la responsable des ressources humaines. Mais ce qui le bouleversa réellement, ce fut de voir qui marchait juste derrière elle. Isabelle, sa fiancée, portant une élégante robe noire et arborant un sourire cruel qu'il ne lui connaissait pas. « Regardez-moi ça », lança Béatrice d'une voix forte en pointant Claire. « La princesse du ménage pense qu'elle peut utiliser l'ascenseur réservé à la direction. » Claire s'arrêta, visiblement sortie de l'ascenseur, normalement réservé aux cadres. Son visage se teinta de rouge, mais elle garda son calme. « Excusez-moi, madame, je ne savais pas que c'était interdit. Les autres ascenseurs étaient en panne et je devais monter du matériel au 12e étage. »« Ne me sors pas d'excuses !» hurla Béatrice. « Pour qui tu te prends? Tu n'es qu'une simple femme de ménage qui utilise les mêmes installations que des gens importants. » Alexandre vit plusieurs employés s'arrêter pour assister à la scène humiliante. Certains sortaient de leur téléphone discrètement, d'autres observaient avec une curiosité malsaine. « Béatrice a raison », ajouta Isabelle avec un sourire glacial. « Ces gens doivent connaître leur place.
On ne peut pas les laisser croire qu'ils sont nos égaux. Les mots de sa fiancée frappèrent Alexandre comme une gifle. Avait-elle toujours été aussi cruelle? Comment avait-il pu ne pas s'en apercevoir plus tôt? Je faisais juste mon travail, murmura Claire, mais sa voix tremblait légèrement. Je faisais juste mon travail, murmura Claire, mais sa voix tremblait légèrement. Travailler, se moqua Béatrice. Tu sais combien je gagne en 1 heure? Bien plus que ce que tu gagnes en 1 mois. Alors ne viens pas me parler de travail. À ce moment-là, un agent de maintenance portant une caisse lourde trébucha près d'elle. La caisse s'ouvrit et des outils se répandirent au sol. L'homme, un monsieur âgé, se toucha le dos avec une grimace de douleur. Tous les présents restèrent figés, attendant de voir ce qui allait se passer. Béatrice et Isabelle regardèrent l'homme avec dédain, comme si son accident était une gêne personnelle. Mais Claire n'hésita pas une seconde. Ignorant les rires et les remarques venimeuses, elle s'approcha de l'homme et l'aida à se relever. « Vous allez bien, monsieur René? Le dos vous fait très mal. Juste un peu, ma fille. Merci de t'en soucier. » Peu importe les regards moqueurs des cadres, Claire s'agenouilla et commença à ramasser les outils éparpillés. Ses gestes étaient rapides, mais précautionneux, s'assurant que monsieur René n'ait pas à se pencher. « Quelle misère !» lança Isabelle d'une voix forte. « Regardez-la ramper par terre, exactement à la place qui convient à des gens comme elle. » Les rires s'intensifièrent, mais Claire ne leva pas les yeux. Elle termina simplement de tout ramasser, aida monsieur René à reprendre sa caisse et se dirigea vers l'ascenseur de service, la tête haute. Alexandre observa toute la scène en silence, sentant quelque chose bouger profondément en lui. La dignité de cette femme, sa capacité à rester humaine même dans l'humiliation publique, le toucha d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Lorsque Claire passa près de lui, leurs regards se croisèrent un instant. Dans ses yeux noisettes, il vit quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des années, de l'authenticité, de la force et une tristesse qu'il connaissait trop bien. Ce soir-là, de retour dans son penthouse, Alexandre ne parvint à se concentrer sur rien. L'image de Claire aidant monsieur René pendant qu'on se moquait d'elle se répétait sans cesse dans son esprit. Pour la première fois de sa vie, il voulait vraiment connaître quelqu'un, pas pour des raisons d'affaires ni par intérêt. Il avait vu chez cette femme quelque chose qui éveillait en lui une curiosité qu'il ne pouvait ignorer. Qui était Claire Dupont? Et plus important encore, pourquoi ne pouvait-il pas la sortir de sa tête? Le vendredi matin, M. Armand s'approcha d'Alexandre avec un air grave alors qu'il nettoyait les baies vitrées du 3e étage. « Étienne, aujourd'hui il y a une réunion du conseil de direction. J'ai besoin que toi et Claire montiez à l'étage de direction pour nettoyer la salle de réunion avant l'arrivée des grands chefs. Mais attention, pas un bruit. S'ils sont en séance, vous restez discret dans un coin jusqu'à la fin. » Alexandre sentit son estomac se nouer. Il connaissait cette réunion. À l'origine, il devait la présider. Dans son emploi du temps fictif, il était censé être encore malade à Lyon. L'ironie de la situation le frappa comme une gifle. Lorsqu'il arriva au 20e étage, Claire était déjà là, en train de préparer le matériel avec l'efficacité qu'il avait appris à admirer ces derniers jours. Elle avait les cheveux relevés en un chignon haut et de petites perles de sueur brillaient sur son front sous l'effort. « Bonjour, Étienne », le salua-t-elle avec un sourire timide qui fit battre son cœur plus vite sans qu'il sache pourquoi. « Bonjour, Claire ». Ces 3 derniers jours, ils avaient échangé peu de mots, mais Alexandre avait observé chacun de ses gestes. La manière dont elle aidait les jeunes employés avec les tâches les plus lourdes, comment elle partageait son repas avec ceux qui avaient oublié le leur, sa patience sans fin face aux humiliations du quotidien. La salle de réunion des dirigeants était un véritable temple du pouvoir. Une table en acajou massif dominait l'espace, entourée de fauteuils en cuir italien, valant plus qu'1 an de salaire d'un agent d'entretien. Les fenêtres offraient une vue panoramique sur Paris, et les murs étaient ornés de portraits des fondateurs de l'entreprise. Alors qu'ils nettoyaient en silence, les cadres commencèrent à arriver. Alexandre reconnut chaque visage, directeur financier, chef de division, coordinateur de secteur. Des gens qu'il avait lui-même recrutés et en qui il avait placé sa confiance. Isabelle entra en dernier, vêtue d'un tailleur ivoire, mettant en valeur sa silhouette. Elle tenait un dossier sous le bras et arborait ce sourire calculé qu'il avait longtemps confondu avec de l'assurance. « Bonjour messieurs », annonça-t-elle d'une voix autoritaire. « Aujourd'hui, nous allons discuter de la proposition de restructuration que j'ai préparée pour optimiser les coûts opérationnels de l'entreprise. » Alexandre et Claire se réfugièrent dans un coin, faisant semblant de nettoyer les cadres accrochés au mur pendant que les cadres prenaient place. Le protocole était clair.
Le personnel de nettoyage devait rester invisible pendant les réunions. Comme vous le savez, poursuivit Isabelle en projetant des graphiques sur l'écran géant, les marges bénéficiaires ont diminué de 3% au dernier trimestre. Il est temps de prendre des décisions difficiles mais nécessaires. Un frisson parcourut le dos d'Alexandre. Il connaissait ces chiffres, la baisse était minime et tout à fait normale pour cette période de l'année. Elle ne justifiait en rien des mesures aussi drastiques. Je propose d'éliminer 400 postes considérés comme non essentiels, déclara Isabelle en pointant une liste projetée sur l'écran. Cela inclut 60% du personnel de nettoyage, de maintenance légère, ainsi que certains postes administratifs de base. Un silence de plomb s'abattit dans la salle. Alexandre vit Claire se crisper à ses côtés, serrant le chiffon entre ses mains jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. « Madame Corbin », intervint le directeur financier, Georges, « ne pensez-vous pas que cette mesure est un peu trop sévère? Le personnel d'entretien est déjà réduit au strict minimum. »« Georges, je vous en prie, » répliqua Isabelle avec mépris. « Ce sont des tâches que n'importe qui peut accomplir. Si on réduit le personnel, ceux qui restent n'auront qu'à travailler plus longtemps. C'est aussi simple que cela. Mais madame, les conditions de travail sont déjà très difficiles, » ajouta timidement l'assistante en ressources humaines, une jeune femme qui manifestement craignait de contredire Isabelle. « Des conditions de travail ?» se moqua Isabelle. « On parle de gens qui nettoient des toilettes et frottent des sols. Ils n'ont pas besoin de conditions spéciales. Ils ont besoin de discipline. » Alexandre sentait son sang bouillir. Cette femme parlait d'êtres humains comme s'il s'agissait d'objets jetables. Comment avait-il pu être aveugle à ce point face à sa véritable nature? De plus, poursuivit Isabelle, j'ai personnellement observé des attitudes problématiques chez certains agents d'entretien. Il y en a une en particulier, Claire Dupont, qui pense avoir le droit d'utiliser l'ascenseur réservé à la direction et qui adopte des comportements insubordonnés. Alexandre eut le souffle coupé. Il jeta un regard de côté à Claire et vit son visage s'empourprer bien qu'elle garde les yeux fixés au sol. Des personnes comme elle donnent le mauvais exemple au reste du personnel, continua Isabelle. Nous avons besoin d'employés qui connaissent leur place, pas de révolutionnaires qui sèment la confusion. C'est alors que survint l'impensable. Claire leva la main. Le silence devint encore plus dense. Tous les cadres se tournèrent vers elle, certains surpris, d'autres franchement irrités. Alexandre sentit son cœur tambouriner dans sa poitrine. « Pardon, madame », dit Claire d'une voix ferme, mais respectueuse. « Je sais que je n'ai pas le droit de parler, mais… »« Tu as raison », l'interrompit Isabelle venimeuse. « Tu n'as pas le droit. Alors tais-toi et continue de nettoyer. » Mais Claire ne se tut pas. « Avec tout le respect que je vous dois, madame, vous parlez de 400 familles. 400 pères et mères qui ne pourront plus nourrir leurs enfants. Est-ce vraiment justifié de briser autant de vies pour un maigre 3% de bénéfices ?» La salle se mit à bruisser. Certains cadres semblaient mal à l'aise, d'autres visiblement agacés par cette interruption. « Comment oses-tu » hurla Isabelle en se levant. « Sécurité! Faites sortir cette femme immédiatement. » Mais Claire continua, la voix tremblante mais déterminée. « Nous avons aussi notre dignité. On travaille 12 heures par jour pour que cet endroit reste propre et présentable. On mérite du respect, pas d'être traité comme des déchets. »« Assez !» tonna Isabelle. « Tu es renvoyé, et je te promets que tu ne trouveras plus jamais de travail dans une entreprise décente de cette ville. » Des larmes coulaient sur les joues de Claire, mais elle ne baissa pas les yeux. « Très bien, madame. Mais quelqu'un devait dire la vérité. Quelqu'un devait parler au nom de ceux qui n'ont pas de voix. » Alexandre observa toute la scène, le cœur en miettes. Il voulait intervenir, révéler son identité, défendre Claire et renvoyer Isabelle sur le champ. Mais il savait que cela ruinerait tout son plan d'enquête. Il prit alors une autre décision. Tandis que le tumulte se poursuivait et que les agents de sécurité approchaient pour escorter Claire hors du bâtiment, Alexandre parvint à s'approcher discrètement du bureau où Isabelle avait laissé son dossier contenant la proposition. Avec des gestes rapides et précis, il échangea quelques pages, modifia des dates clés et altéra les signatures requises pour la validation. Il savait que ces erreurs retarderont la mise en œuvre du plan d'au moins 2 semaines, suffisamment pour trouver une solution définitive. Lorsque Claire quitta la salle, la tête haute, suivie par les agents, leurs regards se croisèrent un instant. Dans ses yeux noisettes, il vit un mélange de tristesse, de courage et une dignité inébranlable qui le bouleversa jusqu'au plus profond de son être. Ce soir-là, dans son penthouse, Alexandre fut incapable d'avaler quoi que ce soit. L'image de Claire défendant ses collègues,
ne cessaient de se rejouer dans son esprit. Son courage, son intégrité, sa volonté de se sacrifier pour les autres contrastaient de manière dramatique avec la froide cruauté d'Isabelle. Pour la première fois de sa vie, il se demanda quel genre d'homme il était devenu. Et plus important encore, il se demanda s'il était encore temps de changer. Et plus important encore, il se demanda s'il était encore temps de changer. Demain, il devrait trouver une solution. C'était clair, il ne pouvait pas permettre qu'une femme aussi exceptionnelle paie le prix de son propre éveil de conscience. Une semaine s'était écoulée depuis l'incident dans la salle du conseil. Contre toute attente, Claire travaillait toujours dans l'entreprise. Les erreurs dans les documents d'Isabelle avaient suffisamment retardé le plan de licenciement ainsi que la décision finale concernant Claire. Alexandre avait gagné du temps, mais il savait que ce répit était temporaire. La cantine du personnel se trouvait au 2e étage du bâtiment, un espace vaste mais spartiate, avec des tables en plastique blanc et des chaises en métal. Les fenêtres donnaient sur le parking, et l'air ambiant sentait toujours la nourriture réchauffée et le café bas de gamme. C'était l'heure du déjeuner pour l'équipe du matin, et l'endroit était bondé d'employés de différents services. Alexandre observait depuis une table dans un coin, feignant de lire un journal sportif tout en mangeant un sandwich au jambon acheté au distributeur automatique. Son regard balayait instinctivement la salle à la recherche de Claire. Il l'avait vue arriver quelques minutes plus tôt, traînant les pieds de fatigue. Monsieur Armand lui avait confié qu'elle avait fait un double service. Elle était restée jusqu'à 22 heures la veille pour remplacer une collègue malade et elle était revenue à 6 heures du matin pour son service habituel. Claire se dirigea lentement vers la file du self. Ses yeux, d'ordinaire brillants et remplis de détermination, semblaient éteints par l'épuisement. Ses cheveux étaient un peu en désordre et des petites taches de produits ménagers parsemaient son uniforme. « Pauvre fille !» murmura Geneviève, la dame qui tenait la cantine, à sa collègue. Elle a l'air épuisée, et tout ça pour aider les autres. Alexandre observa Claire prendre un plateau et se servir une soupe de volaille aux légumes, du riz blanc et un verre de sirop de fruits rouges. Ses gestes étaient mécaniques, comme si elle fonctionnait uniquement par inertie. C'est alors que surgit Madame Béatrice Moreau, la responsable des ressources humaines, accompagnée de 2 cadres intermédiaires. Le claquement de leurs talons sur le linoléum résonnait avec une autorité menaçante. « Regardez qui voilà !» annonça Béatrice d'une voix forte, assez pour que la moitié de la cantine l'entende. L'employé à problème qui ne sait pas rester à sa place. Les conversations s'éteignirent progressivement. Les employés reconnaissèrent les signes d'une confrontation imminente et beaucoup baissèrent les yeux vers leur assiette, évitant d'attirer l'attention. Claire se retourna lentement, tenant son plateau avec des mains légèrement tremblantes de fatigue. « Bonjour, Madame Moreau », salua-t-elle d'une voix calme, bien qu'Alexandre notât la tension dans ses épaules. « Il n'y a rien de bon dans cette journée quand je dois encore m'occuper de ton cas », répliqua Béatrice, s'approchant dangereusement. « Tu sais que ton licenciement est toujours en examen. Tu es encore ici uniquement à cause de quelques petits soucis administratifs. » Alexandre sentit une boule se former dans son estomac. C'était à cause de lui que Claire restait dans cet état d'incertitude, sans savoir si elle aurait encore un emploi le lendemain. « Je fais juste mon travail, madame », répondit Claire, reculant d'un pas. « Ton travail », se moqua Béatrice. « Ton travail, c'est de nettoyer et de te taire. Pas de faire des discours révolutionnaires pendant les réunions de direction. » L'une des cadres qui l'accompagnait, une femme mince avec des lunettes de marque, ajouta avec malice « On dirait qu'elle se prend un peu trop au sérieux. Pas vrai, Béatrice ? Des gens comme elle ont besoin qu'on leur rappelle leur place. » Claire recula encore d'un pas, mais son pied heurta le pied d'une chaise. L'épuisement extrême affecta son équilibre, et le plateau glissa de ses mains comme au ralenti. Le fracas du métal contre le sol résonna dans toute la cantine. La soupe se renversa partout. Le riz se dispersa comme des confettis et le verre de sirop de fruits rouges se brisa, formant une flaque rougeâtre qui s'étendit rapidement. Le silence qui suivit fut assourdissant. « Regardez-moi ça !» s'exclama Béatrice visiblement ravie. « La révolutionnaire est même pas capable de tenir un plateau. Quelle pathétique !» Les rires commencèrent en murmures, puis éclatèrent en rires francs. Certains riaient nerveusement, d'autres avec une réelle cruauté, mais personne ne bougea pour l'aider. Claire resta immobile un instant, fixant le désastre à ses pieds. Ses joues rougirent de honte, et Alexandre vit ses yeux se remplir de larmes qu'elle refusait de laisser couler. « Alors, qu'est-ce que t'attends ?» lança Béatrice. « Nettoie-moi ça !»
Et fais-le bien, parce que si c'est mal fait, tu peux dire adieu à ton boulot. Claire s'agenouilla lentement et commença à ramasser les morceaux de verre à main nue. Ses gestes étaient prudents mais tremblants. Et Alexandre remarqua qu'une petite coupure sur son index avait commencé à saigner. L'humiliation était totale. Une femme qui avait risqué son emploi pour défendre les autres se retrouvait maintenant à genoux, ramassant des restes au sol pendant que des dizaines de personnes se moquaient d'elle. C'est à ce moment-là que quelque chose se brisa en Alexandre. Sans réfléchir, il se leva de sa table et marcha droit vers Claire. Les conversations cessèrent net, et tous les regards se tournèrent vers lui. « Vous ne devriez pas faire ça à main nue, » dit-il en s'agenouillant près d'elle. « Vous allez vous couper davantage. » Béatrice le regarda surprise et agacée. « Et toi, t'es qui? Ce n'est pas ton problème. »« Je suis Étienne, du service de maintenance, » répondit-il sans détourner les yeux de Claire. « Et si, c'est mon problème. Les accidents avec du verre, c'est dangereux. » Il sortit un mouchoir de sa poche et commença à envelopper les plus gros morceaux de verre. Claire le regardait, partagée entre la surprise et la reconnaissance, le cœur serré. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » murmura-t-elle si bas que seul lui put l'entendre. « Si, je le suis, » répondit-il sur le même ton. Quand Claire voulut continuer à ramasser, Alexandre fit quelque chose qui changea tout. Il prit ses mains dans les siennes, la stoppant doucement. Le contact fut comme une décharge électrique. Les mains de Claire, petites et douces, malgré le travail, étaient froides et tremblaient légèrement. Celles d'Alexandre, un peu calleuses après ses jours de travail manuel, les enveloppèrent d'une chaleur inattendue. Leurs regards se croisèrent et restèrent suspendus. Dans ses yeux noisettes, Alexandre vit tout ce qu'il avait cherché sans le savoir. Une bonté vraie, une force inébranlable et une vulnérabilité qui réveilla en lui un instinct protecteur dont il ignorait l'existence. Claire, quant à elle, se perdit dans ses yeux gris qui semblaient lire jusqu'au fond de son âme. Il y avait dans ce regard quelque chose qu'elle n'avait jamais rencontré chez un homme. Ce n'était ni de la pitié, ni de la condescendance. C'était un respect pur et une tendresse qui la désarma totalement. « Qui es-tu » murmura-t-elle, sans se rendre compte qu'elle l'avait dit à voix haute. La question resta suspendue dans l'air chargé d'électricité entre eux. Un instant, Alexandre fut submergé par l'envie de tout lui révéler, de lui dire la vérité et de la protéger comme elle le méritait. « Je suis quelqu'un qui ne supporte pas de voir une bonne personne se faire maltraiter, » répondit-il finalement, avec une sincérité qui le surprit lui-même. « Assez avec votre petit numéro » hurla Béatrice, brisant le moment. « Levez-vous tous les deux et retournez travailler. » Alexandre aida Claire à se relever, mais ne lâcha pas immédiatement ses mains. Le monde semblait s'être réduit à cet espace minuscule entre eux. « Merci » murmura-t-elle, et dans ce simple mot résonnait un univers d'émotions. « Ne me remercie pas » répondit-il. N'importe qui aurait fait la même chose. Mais tous deux savaient que ce n'était pas vrai. Dans une cantine pleine de monde, il avait été le seul à agir. Alors qu'ils terminaient de nettoyer ensemble en silence, Claire ne pouvait s'empêcher de penser à ses mains, à la façon dont il l'avait regardée. Il y avait quelque chose de différent chez lui, quelque chose qu'elle ne parvenait pas à définir, mais qui faisait battre son cœur autrement. Qui était réellement Étienne Valois? Et pourquoi avait-elle l'intuition qu'il cachait bien plus qu'il ne montrait? Cette question la hantrait pour le reste de la journée, et pour bien d'autres à venir. Les jours qui suivirent l'incident dans la cantine apportèrent une série de changements subtils mais significatifs, que personne dans l'entreprise ne manqua de remarquer. Tout commença le mardi matin, lorsque de nouvelles affiches apparurent sur les panneaux d'information de chaque étage. Nouveau code de conduite professionnelle, pouvait-on lire en lettres capitales et grasses. Alexandre, toujours déguisé en Étienne, observait depuis un coin comment les employés se pressaient pour lire l'annonce. « T'as vu ça ?» chuchota Sophie, une secrétaire du service comptable, à sa collègue. « Ils disent que le harcèlement au travail est maintenant interdit et que tout manque de respect envers un employé sera sanctionné. »« J'y crois pas trop, » répondit l'autre. « Depuis quand ils se soucient de nous, les petites mains ?» Alexandre esquissa un sourire discret. Le soir, depuis son penthouse, il avait travaillé en secret avec ses contacts du service juridique pour mettre en place ces nouvelles directives. Officiellement, les ordres venaient directement de la direction générale, durant sa prétendue maladie, exécutée par Étienne Morel comme intermédiaire. Claire arriva près des panneaux, les cheveux noués en une tresse lâche et des cernes visibles trahissant qu'elle continuait à faire des heures supplémentaires. Elle s'arrêta devant l'affiche, lisant chaque ligne avec attention.
Tout acte d'humiliation, de discrimination ou de traitement dégradant envers un employé, quel que soit son poste, est strictement interdit, lut-elle à haute voix, avec un mélange de surprise et d'incrédulité dans la voix. Tout acte d'humiliation, de discrimination ou de traitement dégradant envers un employé, quel que soit son poste, est strictement interdit, lut-elle à haute voix, avec un mélange de surprise et d'incrédulité dans la voix. Monsieur Armand s'approcha par derrière, s'essuyant les mains avec un chiffon. « Tu crois que c'est sérieux, ma petite ?» demanda-t-il en pointant l'affiche. « Je ne sais pas, monsieur Armand, mais quelque chose est en train de changer. Vous avez entendu ce qui s'est passé hier au 12e étage ?» Alexandre s'approcha discrètement, faisant semblant de nettoyer une fontaine à eau proche. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda monsieur Armand. Maître Hernandez du service juridique a tenu une réunion avec tous les coordinateurs de secteur. Il paraît qu'elle les a prévenus. Toute plainte formelle pour mauvais traitement sera désormais examinée et des licenciements pourraient avoir lieu si les accusations sont fondées. Les yeux de monsieur Armand s'écarquillèrent. « Vraiment ? Mais cela voudrait dire que pour la première fois quelqu'un prend notre défense, » compléta Claire avec un sourire timide mais plein d'espoir. Au fil des jours suivants, les changements devinrent plus visibles. Madame Béatrice Moreau, la responsable des ressources humaines qui avait tant fait souffrir Claire, commença à adopter une attitude nettement plus mesurée. Ses cris et humiliations publiques cessèrent presque complètement. « Tu as remarqué que Madame Béatrice ne crie plus comme avant ?» remarqua Geneviève en servant le café à Alexandre. « Oui, c'est étrange. Je l'ai vue en réunion hier. Elle avait l'air stressée, » ajouta Bernard, un ancien du service de maintenance. « Ma cousine qui bosse au RH dit qu'il y a eu un audit surprise venu du siège, » chuchota Geneviève. « Ils sont en train de passer en revue toutes les plaintes des 6 derniers mois. » Alexandre ressentit une profonde satisfaction. Ces manœuvres nocturnes portèrent leurs fruits. Il avait déclenché un audit interne surprise pour analyser le climat social et les résultats mettaient clairement la pression sur les supérieurs abusifs. Le changement le plus marquant survint le jeudi. Claire nettoyait la zone d'accueil quand l'un des cadres intermédiaires, M. Vargas, passa près d'elle avec une pile de documents. Les papiers lui échappèrent des mains et tombèrent en désordre au sol. En temps normal, il aurait attendu que Claire les ramasse sans un mot, mais cette fois, il s'arrêta. « Excusez-moi, pourriez-vous m'aider à ramasser tout ça ? C'est tombé par accident » demanda-t-il poliment. Claire le regarda, surprise, puis s'accroupit pour l'aider. « Merci » dit le cadre une fois les papiers réunis. « Et désolé pour le dérangement. » Lorsque l'homme s'éloigna, Claire resta figée sur place, comme si elle n'en croyait pas ses yeux. Un cadre venait de lui dire « merci » et « désolé ». C'était la première fois en 3 ans que cela lui arrivait. « Ça va ?» demanda Alexandre qui avait observé toute la scène à distance. « Oui, c'est juste que... c'est bizarre », répondit Claire, l'air dérouté. « On dirait que l'ambiance a changé. Les gens agissent différemment. » Différemment comment ? Plus humain. Comme s'il se rappelait soudain qu'on est nous aussi des personnes. Alexandre ressentit une chaleur étrange au fond de lui. Ses actions produisaient l'effet escompté, mais plus encore. Il voyait l'espoir revenir peu à peu dans les yeux de Claire. Le vendredi matin, Claire arriva tôt pour commencer son service. Elle se rendit au vestiaire du personnel pour y déposer ses affaires personnelles, comme chaque jour. Mais en ouvrant son casier, elle trouva quelque chose d'inattendu. Une petite enveloppe blanche était posée avec soin sur son uniforme de rechange. Il n'y avait ni nom ni adresse, seulement un petit cœur dessiné à la main sur le rabat. Claire regarda autour d'elle. Le vestiaire était vide. Elle arrivait toujours avant la majorité des autres employés. Les mains légèrement tremblantes, elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une petite note rédigée d'une écriture soignée. « Chère Claire, ton courage l'autre jour n'est pas passé inaperçu. Il y a des gens qui admirent ta force et ta dignité. Tu n'es pas seule dans ce combat. Continue d'être la femme exceptionnelle que tu es, quelqu'un qui t'apprécie. » Claire relut le mot 3 fois avant que le sens des mots ne s'impose à elle. Ses yeux se remplirent de larmes, mais cette fois, c'étaient des larmes d'un sentiment qu'elle avait presque oublié. L'espoir. Elle porta la note contre sa poitrine et ferma les yeux. Depuis si longtemps, elle s'était sentie invisible, insignifiante, comme si ses efforts pour rester digne ne comptaient pour personne. Mais quelqu'un l'avait vue. Quelqu'un avait remarqué. « Qui cela peut-il bien être ?» murmura-t-elle à voix basse. « Qui cela peut-il bien être ?» murmura-t-elle à voix basse. Au cours des jours suivants, Claire ne parvint pas à chasser de son esprit la question de l'identité de son bienfaiteur anonyme. Elle observait ses collègues d'un œil nouveau, se demandant lequel d'entre eux
avait eu la gentillesse d'écrire ces mots. Ses soupçons se portèrent d'abord sur M. Armand, qui avait toujours été bienveillant envers elle. Mais après quelques questions discrètes, elle comprit que le vieil homme savait à peine écrire son propre nom. Elle pensa ensuite à certaines secrétaires qu'elle avait surprises, en train de l'observer avec compassion pendant ses humiliations. Mais quelque chose dans son intuition lui disait que ce n'était aucune d'entre elles. Le lundi suivant, alors qu'elle nettoyait les couloirs du 4e étage, elle remarqua qu'Étienne la regardait plus souvent que d'habitude. Chaque fois qu'ils se croisaient, il lui adressait un sourire chaleureux et lui demandait comment elle allait. « Bonjour Claire, bien dormi aujourd'hui ?» lui demanda-t-il ce matin-là avec une chaleur dans la voix qui la fit s'arrêter. « Oui, merci. Étienne, je peux te poser une question ?»« Bien sûr, tout ce que tu veux. Tu n'as pas l'impression que les choses changent ici, comme si quelqu'un veillait sur nous. » Alexandre sentit son cœur s'emballer. Il y avait quelque chose dans le regard de Claire, comme si elle tentait de percer un secret. « Oui, j'ai remarqué quelques changements. Peut-être que quelqu'un dans la direction s'est enfin rendu compte de ce qui se passait en bas. »« Peut-être, » répondit Claire, mais elle continua de scruter son visage. « Ou peut-être qu'il y a parmi nous quelqu'un qui n'est pas tout à fait ce qu'il semble être. » Cette phrase frappa Alexandre comme un éclair. Était-il possible que Claire commence à avoir des soupçons ? « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il, tâchant de garder un ton détaché. « Je ne sais pas exactement, c'est juste un pressentiment, comme si un ange gardien invisible nous protégeait. » Claire lui sourit et reprit sa route, laissant Alexandre dans un mélange d'émotion et de panique. Leur regard était devenu plus intense, leur conversation plus personnelle, et à présent elle semblait chercher des indices sur sa véritable identité. Combien de temps pourrait-il encore garder son déguisement avant qu'elle ne découvre la vérité ? Le ciel de Paris s'était teinté d'un gris plombé toute l'après-midi, et à 18h, quand la plupart des employés quittèrent les bureaux, les premières gouttes commencèrent à tomber. À 20h, lorsque Claire termina enfin son service prolongé, la pluie s'était transformée en une véritable tempête. Alexandre avait terminé sa journée 2 heures plus tôt, mais il était resté rôdé près du bâtiment, sous prétexte de vérifier certains équipements de maintenance. En réalité, il avait remarqué que Claire finissait tard, et une inquiétude inexplicable le retenait sur place. Depuis sa voiture, une vieille Clio bleue usée que Étienne Morel avait trouvée pour compléter son déguisement, il observa Claire sortir du bâtiment en courant vers l'arrêt de bus le plus proche. Elle portait seulement une veste légère, vite détrempée, et son sac en toile semblait alourdi par l'humidité. L'arrêt était désert. Les bus passaient moins fréquemment à cause de la tempête, et les rares personnes qui attendaient avaient trouvé refuge dans les commerces alentours. Alexandre la vit attendre pendant 15 minutes, de plus en plus trempée, grelottant de froid. Ses chaussures de travail déjà usées laissaient entrer l'eau, et elle sautillait pour éviter les flaques les plus profondes. Il ne pouvait plus supporter de la voir ainsi. Il démarra la Clio et s'approcha lentement de l'arrêt. Il baissa la vitre, le cœur battant comme un adolescent nerveux. « Claire !» cria-t-il en couvrant le bruit de la pluie. Elle se retourna, surprise d'entendre son prénom. Lorsqu'elle le reconnut, son visage exprima un mélange de soulagement et d'incompréhension. « Étienne, qu'est-ce que tu fais là ? » « Je suis venu récupérer quelques outils que j'avais oubliés à l'atelier, » mentit-il. « Tu veux que je te dépose ? Avec ce déluge, je doute que les bus passent encore. » Claire hésita un instant. Accepter une voiture d'un collègue qu'elle connaissait à peine allait contre toutes les mises en garde que sa mère lui avait données. Mais la pluie redoublait. Elle avait froid et quelque chose dans le regard d'Étienne lui inspirait confiance. « Si ça ne te dérange pas, j'habite dans le quartier Oberkampf. »« Pas du tout. Monte, tu vas attraper froid. » Claire courut jusqu'à la voiture et s'installa sur le siège passager trempé jusqu'aux os. Claire courut jusqu'à la voiture et s'installa sur le siège passager trempé jusqu'aux os. « Désolé d'avoir trempé ta voiture, » s'excusa Claire en essayant d'essorer ses cheveux. « Ne t'inquiète pas, tiens, » lui dit-il en lui tendant une petite serviette qu'il avait sur la banquette arrière. L'intérieur de la vieille Clio était modeste mais propre. Une légère odeur de produits d'entretien flottait dans l'air et quelques vieilles cassettes de chansons romantiques traînaient dans la boîte à gants. Alexandre avait été méticuleux dans la création de cette fausse identité, jusque dans les moindres détails. « Merci », murmura Claire en s'essuyant le visage. « Tu es très gentil. » Alexandre alluma le chauffage et commença à rouler lentement dans les rues inondées de Paris. Le bruit de la pluie contre le pare-brise créait une atmosphère intime, comme coupée du reste du monde. « Tu vis seul ?» demanda Alexandre, tentant de paraître détendu. «
Oui, dans un petit appartement. Et toi? Moi aussi, à Ivry-sur-Seine. Durant les premières minutes, la conversation resta superficielle. Le temps, le travail, les galères des transports en commun à Paris. Mais peu à peu, peut-être en raison de l'intimité du moment ou de la vulnérabilité qu'ils ressentaient à tous deux, ils commencèrent à se confier davantage. « Je peux te poser une question ?» demanda Claire en se tournant vers lui. « Bien sûr. Pourquoi tu m'as aidé l'autre jour à la cantine ?» La plupart des gens se contentent de regarder. Alexandre sentit son cœur s'accélérer. Comment pouvait-il lui expliquer qu'il l'observait depuis des semaines, qu'il était tombé amoureux de sa force et de sa bonté alors qu'elle ne savait même pas qui il était vraiment? « Parce que tu m'as rappelé ma sœur », mentit-il à moitié. Elle aussi était très courageuse, toujours à défendre les autres, même si ça lui attirait des ennuis. « Et tu ne la vois plus ?» Alexandre resta silencieux un instant. En vérité, il avait bien eu une petite sœur, Marie-Hélène, morte dans un accident de voiture il y a 5 ans. Elle avait été la seule personne à le connaître vraiment et à l'aimer sans condition. Elle est décédée il y a quelques années, dit-il enfin, la voix nouée. Claire le regarda avec une compassion sincère. « Je suis désolé, elle devait être une femme exceptionnelle. Elle l'était. Elle aurait fait exactement ce que tu as fait pendant cette réunion. Défendre les autres, même si ça lui coûtait cher. Parfois, je me demande si ça en vaut la peine, admit Claire. Se battre contre des moulins à vent, comme dit le dicton. J'ai l'impression que, peu importe combien on essaie de changer les choses, il y a toujours quelqu'un de plus puissant prêt à nous écraser. Ne pense pas ça, répondit Alexandre avec ferveur. Ton courage a inspiré beaucoup de monde ce jour-là. Moi, tu m'as inspiré. Leurs regards se croisèrent un instant, avant qu'Alexandre ne doive se reconcentrer sur la route. C'est alors que le moteur se mit à émettre des bruits étranges. « C'est quoi ça ?» demanda Claire. « Je ne sais pas, mais ça ne me dit rien qui vaille. » Le moteur toussa, hoqueta, puis s'arrêta complètement, juste au moment où il passait dans une rue particulièrement sombre et déserte du quartier de la Goutte d'Or. La pluie tombait toujours à verse, et il n'y avait pas âme qui vive aux alentours. « Génial !» murmura Alexandre en essayant plusieurs fois de redémarrer sans succès. « Tu sais ce que ça pourrait être ? Probablement l'alternateur. Cette voiture est vraiment en fin de course. » Ils restèrent silencieux quelques minutes, écoutant la pluie frapper le toit du véhicule. La situation était surréaliste. Le milliardaire le plus puissant de France, en panne dans une vieille voiture, avec la femme dont il était éperdument amoureux. « Regarde, là-bas il y a une marquise », indiqua Claire. « On peut s'abriter là pendant que la pluie se calme, ou en attendant qu'un taxi passe. » Ils coururent ensemble jusqu'à une petite marquise d'une boutique fermée. L'endroit était minuscule, à peine assez grand pour 2 personnes, ce qui les obligea à se tenir très près l'un de l'autre. Claire grelottait, à la fois de froid et de nervosité. Ses vêtements trempés lui collaient à la peau, et des mèches de cheveux humides s'échappaient de sa tresse défaite. « Tu as froid », constata Alexandre. Sans réfléchir, il retira sa veste de travail et la posa sur les épaules de Claire. Le geste les rapprocha encore davantage, et pendant un instant, leurs visages se retrouvèrent à quelques centimètres l'un de l'autre. « Étienne » murmura-t-elle en le regardant droit dans les yeux. « Étienne » murmura-t-elle en le regardant droit dans les yeux. Dans ses yeux gris, elle vit quelque chose qui la déstabilisa. Une intensité, une tendresse et quelque chose de plus profond qu'elle ne pouvait identifier. C'était comme s'il était une toute autre personne que celle qu'il prétendait être. « Qui es-tu vraiment ?» demanda-t-elle à voix très basse. La question frappa Alexandre comme un éclair. À cet instant, mouillé, vulnérable, les yeux plongés dans ceux de Claire, empli d'une confiance et d'une affection grandissante, il se sentit plus lui-même qu'il ne l'avait été depuis des années. « Je suis quelqu'un qui est en train de tomber amoureux de toi », répondit-il avec une honnêteté brute. Et avant que l'un ou l'autre n'ait eu le temps de penser aux conséquences, Alexandre prit son visage entre ses 2 mains et l'embrassa. Le baiser fut intense, désespéré, chargé de semaines d'émotions réprimées. Claire se raidit de surprise pendant une seconde, puis se laissa fondre dans ses bras, lui rendant son baiser avec une passion insoupçonnée. Lorsqu'ils se séparèrent, ils respiraient tous deux avec difficulté. « Qu'est-ce qu'on vient de faire ?» murmura Claire en portant une main à ses lèvres. « Je ne sais pas », répondit Alexandre, complètement perdu. La pluie s'était calmée, mais aucun des deux ne bougea. Ils restèrent là à se regarder, tentant de comprendre ce qui venait de se passer. Pour Alexandre, ce baiser avait franchi une ligne qu'il n'aurait jamais pensé franchir. Ce n'était plus une mission secrète. Ses sentiments étaient réels, profonds et terriblement compliqués.
Pour Claire, le monde avait basculé. Elle tombait amoureuse d'un homme dont elle ne savait pratiquement rien, mais qui faisait battre son cœur comme jamais auparavant. « Je ferais mieux de te ramener chez toi », dit finalement Alexandre, bien qu'il ne veuille pas que ce moment prenne fin. « Oui », acquiesça-t-elle sans pour autant bouger. Lorsqu'ils regagnèrent enfin la voiture, un taxi qui passait s'arrêta pour les aider. Durant le trajet vers l'appartement de Claire, ils échangèrent à peine quelques mots, mais l'air entre eux vibrait d'une tension nouvelle et vertigineuse. Au moment de se dire au revoir devant l'entrée de son immeuble, ils se regardèrent avec un mélange de désir et de confusion. « Étienne, ça change tout, non ?»« Oui, » répondit-il. « Tout. » Cette nuit-là, ni l'un ni l'autre ne put fermer l'œil, chacun se demandant dans quoi il venait de s'engager et ce qui allait se passer maintenant. Les jours qui suivirent ce baiser sous la pluie furent les plus étranges que Alexandre ait connus à l'âge adulte. Le local d'entretien au sous-sol de l'immeuble devint son refuge, un lieu où il pouvait faire semblant d'être occupé à trier des outils tout en digérant le tourbillon d'émotions qui le consumait. « Merde !» murmura-t-il en inspectant pour la 10e fois le même jeu de clés à molette. Chaque fois qu'il entendait les pas de Claire dans le couloir, son cœur s'emballait. Mais dès qu'elle apparaissait dans l'embrasure de la porte, il se concentrait sur n'importe quelle tâche pour éviter de croiser son regard. « Bonjour, Étienne », avait-elle dit ce matin-là, d'une voix qui sonnait différemment depuis cette fameuse nuit. « Bonjour », avait-il répondu sans lever les yeux d'un tournevis qu'il faisait semblant de réparer. Le silence entre eux était tendu comme une corde. Tous deux savaient qu'un changement fondamental avait eu lieu, mais aucun ne savait comment l'aborder. « Tu as besoin d'aide pour quelque chose ?» demanda Claire, s'approchant lentement. « Non, merci. Je suis juste en train de ranger », mentit Alexandre, déplaçant des outils d'un côté à l'autre sans réel objectif. Claire resta là quelques instants de plus, espérant qu'il la regarde, qu'il dise quelque chose sur ce qui s'était passé. Mais lorsqu'elle comprit qu'il ne le ferait pas, elle poussa un soupir et s'éloigna. Durant toute la semaine, leurs échanges professionnels devinrent une danse maladroite, faite de regards fuyants et de conversations superficielles. Mais le destin, ou les affectations de M. Armand, continuait de les réunir sans relâche. « Étienne, j'ai besoin que tu aides Claire à nettoyer l'étage direction », avait annoncé M. Armand mercredi matin. Ils vont avoir une réunion importante, et ils veulent que tout soit impeccable. Ils travaillèrent ensemble pendant 3 heures, mais n'échangèrent pas plus de 10 mots. La tension était si palpable que même M. Armand le remarqua. « Vous vous êtes disputés tous les deux ou quoi ?» leur demanda-t-il en fin de tâche. « Avant, vous vous entendiez bien. »« Non, M. Armand, » répondit rapidement Claire. « On est juste concentré sur le travail. On est juste concentré sur le travail. » Mais ce n'était pas seulement M. Armand qui avait remarqué le changement. Camille, du service comptabilité, en parlait à ses collègues pendant le déjeuner. « Vous avez vu comment se comportent Claire et le nouveau de la maintenance? Il y a quelque chose de louche entre eux. »« Oui, moi aussi j'ai remarqué, » ajouta Élise de la cantine. « Avant, ils discutaient normalement, mais maintenant c'est comme s'ils avaient un secret. » Joël, l'employé d'entretien le plus âgé, avait observé qu'Alexandre devenait nerveux chaque fois que Claire entrait dans une pièce. « Ce gamin est amoureux », confia-t-il à voix basse à M. Armand. « Ça se voit à des kilomètres. »« Et elle ?» demanda M. Armand. « Elle aussi. Mais il s'est passé quelque chose entre eux. On dirait 2 ados qui ne savent pas quoi faire de leurs sentiments. » Le jeudi après-midi, tout changea brutalement. Claire était en train de terminer le nettoyage des bureaux du 6e étage quand elle reçut un appel sur le canal interne de communication. « Employé Dupont, présentez-vous immédiatement au service des ressources humaines. » 14e étage. Le ton froid et officiel de la voix lui glaça le sang. Lorsqu'elle arriva au 14e étage, Béatrice Morel l'attendait avec une expression qui annonçait des ennuis. « Asseyez-vous », ordonna-t-elle, en désignant une chaise en face de son bureau. Le bureau de Béatrice était ostentatoire, avec du mobilier en bois massif et des photos d'elle aux côtés de divers dirigeants de l'entreprise. Un diplôme encadré en doré trônait au mur. « Claire Dupont », commença Béatrice en ouvrant un dossier. « 3 ans ici. Dossier impeccable jusqu'à récemment, quand vous avez commencé à adopter des comportements problématiques. Madame, je n'ai rien fait de mal. » « Ah non ?» Béatrice fit pivoter son écran pour que Claire voie. « Et comment expliquez-vous ceci ?» Sur l'écran défilait une vidéo d'une caméra de sécurité. L'image était granuleuse et en noir et blanc, mais on distinguait clairement Claire et Alexandre très proches l'un de l'autre dans ce qui semblait être le parking souterrain de l'entreprise. L'angle de la caméra rendait le moment où il l'aidait, avec sa veste beaucoup plus intime qu'il ne l'avait été.
Ceci est un comportement inapproprié entre collègues, déclara Béatrice. Une relation non autorisée qui viole notre code de conduite. Mais il n'y avait rien de mal, protesta Claire. Il m'a juste aidé parce qu'il pleuvait et... Tu trouvais ça normal, toi? Être aussi proche d'un homme sur le parking de l'entreprise? Te laisser toucher comme ça? Claire rougit. La caméra n'avait pas enregistré le baiser, mais l'intimité de la scène était indéniable. De plus, poursuivit Béatrice, plusieurs employés ont remarqué que vous avez une relation spéciale. Ici, c'est une entreprise sérieuse, pas un site de rencontre. Madame Morel, avec tout le respect, ma vie privée ne devrait pas... Ta vie privée m'importe lorsqu'elle affecte le climat de travail, hurla Béatrice. Tu as eu ta chance d'agir comme une professionnelle, mais manifestement tu n'as pas retenu la leçon. C'est à ce moment qu'on frappa avec force à la porte. Entrez, lâcha Béatrice, agacée par l'interruption. Alexandre entra sans y avoir été invité, vêtu de son uniforme de maintenance, avec une expression de détermination qui laissa Béatrice sans voix un instant. « Excusez-moi, madame, mais j'ai entendu que vous parliez à Claire d'un incident sur le parking. Et vous, qui êtes-vous pour vous mêler de cette conversation ?» répliqua Béatrice. « Je suis Étienne Valois, du service maintenance, et je suis ici parce que cette vidéo est interprétée de manière erronée. » Claire le regarda, surprise. Comment avait-il su qu'elle avait des ennuis? « Ce que montre cette vidéo, continua Alexandre avec une autorité qui surprit les deux femmes, c'est un collègue qui aide une collègue pendant une tempête. Rien de plus. Comment osez-vous entrer ici sans autorisation? Cria Béatrice. Je vais signaler ça à votre supérieur. Faites donc, répondit calmement Alexandre, contrastant avec l'agitation de Béatrice. Mais avant, pourquoi ne pas relire le protocole de l'entreprise sur le harcèlement envers les employés? Béatrice resta bouche bée. Un simple agent d'entretien n'était pas censé la défier, encore moins citer les politiques de l'entreprise avec une telle précision. Et d'ailleurs, ajouta Alexandre, j'aimerais voir l'autorisation légale permettant l'utilisation d'images de vidéosurveillance comme preuve dans une procédure disciplinaire sans le consentement des personnes concernées. J'aimerais voir l'autorisation légale permettant l'utilisation d'images de vidéosurveillance comme preuve dans une procédure disciplinaire sans le consentement des personnes concernées. Le silence dans le bureau devint lourd. Claire observait la scène, partagée entre la gratitude et la stupeur. Comment Étienne pouvait-il connaître autant de choses sur les politiques de l'entreprise et les procédures juridiques? Vous, balbutia Béatrice, clairement dépassée. Je suggère que cette réunion s'arrête ici, dit Alexandre fermement, et que toute mesure disciplinaire soit fondée sur des faits réels, pas sur l'interprétation malveillante de vidéos de surveillance. Il prit doucement mais fermement le bras de Claire. Viens, Claire, je pense que nous avons terminé ici. En sortant du bureau, Claire tremblait légèrement. « Comment savais-tu que j'étais là ?» demanda-t-elle en marchant vers l'ascenseur. « Joël m'a dit qu'on t'avait convoqué. Je me suis inquiétée. Et comment sais-tu autant de choses sur les politiques d'entreprise? Tu parlais comme un avocat. » Alexandre s'arrêta net. Il s'était laissé emporter par la colère en voyant Claire se faire humilier et avait parlé avec l'autorité et les connaissances qu'il possédait en tant que propriétaire de l'entreprise. « Je lis beaucoup. » mentit-il faiblement. « J'étudie ce genre de choses pendant mon temps libre. » Claire le scruta attentivement. Il y avait quelque chose dans la façon dont il avait géré la situation, dans le langage qu'il avait utilisé, dans la confiance avec laquelle il avait affronté Béatrice, qui ne collait pas du tout avec l'image de l'humble employé d'entretien qu'elle croyait connaître. « Étienne, dit-elle lentement, qui es-tu vraiment ?» La question resta suspendue entre eux. Alexandre sentit qu'il approchait du point de non-retour. Ses sentiments pour elle étaient réels, mais la relation s'était construite sur un mensonge. « Je suis juste quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice », répondit-il, esquivant la question. Mais Claire n'était plus prête à accepter les demi-vérités. Cette nuit-là, elle resta éveillée tard, repassant mentalement chaque conversation qu'elle avait eue avec Étienne, chaque geste, chaque mot. Il y avait trop d'incohérences, trop de choses qui ne collaient pas. Elle décida qu'il était temps de découvrir la vérité sur l'homme dont elle était en train de tomber amoureuse. Le lendemain, elle entama ses recherches. L'auditorium principal de l'entreprise se trouvait au 15e étage, un espace imposant pouvant accueillir 300 personnes. Ce vendredi après-midi, la réunion trimestrielle rassemblait directeurs, cadres, superviseurs et quelques employés triés sur le volet. Les projecteurs illuminaient le pupitre où se tenait Isabelle Martel, resplendissante dans un tailleur blanc immaculé
qui contrastait avec l'obscurité de ses intentions. Alexandre observait depuis les derniers rangs, parmi d'autres employés des services généraux convoqués pour assister au succès de l'entreprise. Son estomac se nouait d'anxiété. Il savait qu'Isabelle préparait quelque chose, mais ignorait quoi exactement. « Comme vous pouvez le voir sur ces graphiques », disait Isabelle en désignant une présentation sophistiquée, « nous avons identifié des axes d'amélioration dans notre structure opérationnelle. » Claire était assise 3 rangs devant Alexandre, aux côtés d'autres employés d'entretien. Elle paraissait minuscule et mal à l'aise dans cette atmosphère de haut cadre. Depuis l'incident dans le bureau de Béatrice, elle avait discrètement posé des questions sur Étienne. Alexandre le savait car M. Armand l'avait mentionné par hasard. « Fiston, Claire m'a demandé si je savais vraiment d'où tu viens, lui avait-il dit ce matin-là. Je lui ai dit que je n'en savais pas beaucoup, mais on sent qu'elle est curieuse. » En regardant Claire dans cet auditorium, Alexandre sentit une terrible prémonition. Une entreprise performante, poursuivit Isabelle, a besoin de collaborateurs engagés, efficaces, qui apportent une véritable valeur ajoutée à l'organisation. La présentation se poursuivit pendant 20 minutes, remplie de jargon entrepreneurial et de graphiques, justifiant le besoin d'optimisation. Alexandre reconnut ce langage. C'était le prélude au licenciement massif qu'il avait réussi à retarder quelques semaines plus tôt. Cependant, dit Isabelle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, nous avons également identifié des éléments qui nuisent à la productivité globale. Elle marqua une pause dramatique, et Alexandre sentit l'atmosphère se tendre. Par exemple, continua-t-elle en désignant la salle, nous avons des employés qui, au lieu de contribuer à une ambiance de travail saine, provoquent des conflits et des perturbations. Le cœur d'Alexandre se mit à battre à tout rompre lorsqu'il vit Isabelle fixer directement l'endroit où Claire était assise. « Claire Dupont, pourrais-tu te lever, s'il te plaît ?» Un murmure parcourut l'auditorium. Claire se leva lentement, le visage rougi et une confusion évidente. Plusieurs directeurs se retournèrent pour la regarder avec curiosité. « Cet employé, » déclara Isabelle, comme si Claire était un spécimen en vitrine, « incarne le type d'attitude que nous ne pouvons tolérer dans notre organisation. » Alexandre s'agrippa aux accoudoirs de son siège, sentant le sang lui monter à la tête. « Tout d'abord, » poursuivit Isabelle avec une cruauté parfaitement maîtrisée, « observez son apparence. Négligée, peu professionnelle, clairement inadéquate pour représenter les valeurs de notre entreprise. Négligée, peu professionnelle, clairement inadéquate pour représenter les valeurs de notre entreprise. » Claire baissa les yeux, mortifiée. Son uniforme était propre mais usé, ses chaussures rafistolées et ses cheveux attachés en une simple queue par souci de praticité. De plus, poursuivit Isabelle, cet employé a montré des comportements insubordonnés, interrompant des réunions de direction sans autorisation, défiant ses supérieurs et semant le trouble parmi le personnel. « C'est de la connerie », murmura Joël, l'employé d'entretien assez fort pour que d'autres l'entendent. « Pardon ?» demanda Isabelle, interrompant son discours. « Quelqu'un a quelque chose à dire ?» Le silence s'installa. Personne n'osait défier publiquement cette femme qui semblait avoir tant de pouvoir. « Comme je le disais, » reprit Isabelle, « des employés comme Mademoiselle Dupont incarnent tout ce qui ne va pas dans l'échelon opérationnel de notre entreprise. Sans éducation, sans ambition, sans réelle valeur ajoutée. » Alexandre vit les yeux de Claire se remplir de larmes qu'elle refusait de laisser couler. L'humiliation était méthodique, conçue pour détruire sa dignité devant des centaines de collègues. Son inutilité sociale est évidente, déclara Isabelle avec un venin glacial dans la voix. Qu'apporte réellement une personne comme elle? Nettoyer des toilettes, n'importe qui peut le faire. Ça ne demande ni intelligence ni talent, juste la capacité de suivre des ordres simples. Un malaise palpable gagna l'auditorium. Même certains cadres semblaient troublés par la cruauté de l'attaque. « Et ce qu'il y a de plus pathétique, » continua Isabelle, frôlant dangereusement le point de non-retour, c'est que des gens comme elle croient pouvoir donner leur avis sur les décisions d'entreprise, comme si quelqu'un qui lave des sols pouvait comprendre les complexités de la gestion d'une organisation. Ce fut à cet instant que quelque chose se brisa irrémédiablement en Alexandre. Il se leva de son siège avec une telle force que la chaise bascula bruyamment, provoquant un fracas qui résonna dans tout l'auditorium. Tous les regards se tournèrent vers lui. « Ça suffit !» cria-t-il d'une voix chargée de toute l'autorité qu'il avait réprimée pendant des semaines. Isabelle resta figée sur l'estrade, la bouche ouverte de surprise. Alexandre commença à avancer vers la scène, et à chaque pas, il se délestait d'un élément de son déguisement. D'abord le faux badge qu'il jeta au sol,
puis la casquette qu'il utilisait pour cacher sa coupe impeccable. « Comment oses-tu » hurla-t-il à Isabelle en montant sur la scène. « Comment oses-tu humilier la femme la plus courageuse et digne de ce lieu ?» La salle se remplit de murmures confus. Les directeurs s'échangèrent des regards sans comprendre ce qui se passait. « Mais c'est qui ce type ?» s'exclama Béatrice Morel depuis son siège. Alexandre s'approcha du micro et retira les lentilles colorées qu'il avait utilisées pour modifier son regard. Lorsqu'il parla, sa voix résonna dans tout l'auditorium. « Je suis Alexandre Duval », déclara-t-il, propriétaire et président de cette entreprise. Un silence de mort suivit. On aurait pu entendre une épingle tomber. « Et ces dernières semaines ?» continua-t-il en regardant directement Isabelle, dont le visage avait blêmi jusqu'à ressembler à un fantôme. « J'ai travaillé comme agent d'entretien pour découvrir ce qui se passe réellement dans ma propre société. » Les directeurs commencèrent à se lever, certains sous le choc, d'autres clairement inquiets des conséquences de ce qu'ils entendaient. « Ce que j'ai découvert, poursuivit Alexandre, c'est que nous avons laissé des personnes cruelles et sans cœur abuser d'employés extraordinaires comme Claire Dupont. » Il se tourna vers Claire, qui le fixait, totalement sidérée, comme si elle voyait un être venu d'ailleurs. « Claire, dit-il, la voix brisée par l'émotion, tu représentes tout ce qu'il y a de bon dans cette entreprise. Ta dignité, ton courage à défendre les autres, ton intégrité inébranlable. N'importe quelle organisation serait chanceuse de t'avoir. » Les larmes que Claire retenait depuis trop longtemps commencèrent enfin à couler sur ses joues. Ce n'étaient pas des larmes d'humiliation, mais de choc, de confusion et d'un sentiment encore indéfinissable. Alexandre se tourna à nouveau vers Isabelle, qui n'avait pas bougé d'un centimètre. « Quant à toi, dit-il avec une froideur qui glaça l'assemblée, tu es officiellement renvoyé de cette entreprise. Et nos fiançailles prennent également fin. » Il retira la bague de fiançailles qu'il avait portée dans le cadre de son déguisement et la laissa tomber sur le sol de la scène. « Que la sécurité l'escorte immédiatement hors du bâtiment, » ordonna-t-il aux agents qui venaient d'entrer dans l'auditorium, l'air perplexe. « Que la sécurité l'escorte immédiatement hors du bâtiment, » ordonna-t-il aux agents qui venaient d'entrer dans l'auditorium, l'air perplexe. Le chaos éclata. Les directeurs se levèrent pour s'approcher d'Alexandre. Les employés parlaient à voix haute en tentant de digérer la révélation et les caméras de quelques journalistes présents à l'événement commencèrent à crépiter. Mais Alexandre n'avait d'yeux que pour Claire. Elle était toujours debout à sa place, tremblante, les larmes coulant sur ses joues et une expression mêlant douleur, confusion et ce qui ressemblait à de la trahison. « Claire », commença-t-il en descendant de la scène pour marcher vers elle, mais à mesure qu'il s'approchait, elle recula comme s'il était un inconnu menaçant. « Non », murmura-t-elle, la voix brisée, « ne t'approche pas de moi. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. »« M'expliquer quoi ?» lui cria-t-elle, la voix pleine de chagrin. « Que tout n'était qu'un mensonge, que je suis tombée amoureuse de quelqu'un qui n'existe pas. » Et avant qu'Alexandre ne puisse répondre, Claire s'élança vers la sortie de l'auditorium, se frayant un chemin à travers la foule confuse. Alexandre resta là, figé au milieu du tumulte, entouré de cadres exigeant des explications, le cœur entièrement brisé. Il avait révélé la vérité, protégé Claire, renvoyé Isabelle, mais il avait perdu l'amour de sa vie dans le processus. 6 mois après la révélation dans l'auditorium, l'entreprise Duval & Associés avait connu une transformation complète. Les changements n'étaient ni cosmétiques ni temporaires. Ils étaient profonds, systémiques et durables. Alexandre avait tenu la promesse silencieuse qu'il s'était faite durant ces semaines sous le nom d'Esteban Vasseur, créer un lieu où la dignité humaine serait la priorité absolue. Le siège social avait changé de visage. Les couloirs autrefois froids et hiérarchisés respiraient maintenant la camaraderie. Un programme de formation obligatoire sur le respect au travail avait été instauré pour tous les cadres. Des canaux anonymes de signalement des abus avaient été mis en place et une politique de tolérance zéro envers toute forme de discrimination ou harcèlement était désormais appliquée. Au rez-de-chaussée, là où se trouvait autrefois un hall intimidant réservé aux dirigeants, on trouvait désormais un espace commun où les employés de tout niveau pouvaient se détendre et socialiser. Une cafétéria subventionnée proposait des repas de qualité à prix accessible, un petit centre médical gratuit était ouvert pour les salariés, et une crèche avait été mise en place pour les parents employés. Qui aurait cru que le patron s'avérerait aussi différent, commentait Espérance, la dame de la cafétéria, tout en servant un café à Monsieur Aurélien. Ce garçon a toujours été spécial, répondait Aurélien avec un sourire. Depuis qu'il est arrivé sous le nom d'Esteban, on sentait qu'il n'était pas comme les autres.
Béatrice Morel avait été licenciée immédiatement après la révélation, tout comme d'autres superviseurs ayant abusé de leur pouvoir. À leur place, des professionnels des ressources humaines spécialisés en bien-être au travail et en développement humain avaient été embauchés. Les employés qui vivaient autrefois dans la peur travaillaient désormais avec une motivation authentique. La productivité avait augmenté de manière significative, non par la pression ou les menaces, mais grâce à un environnement où chacun se sentait respecté et valorisé. Et au cœur de tous ces changements, il y avait Claire. Après leur réconciliation dans l'appartement du quartier des Batignolles, ils avaient passé des semaines à reconstruire leur relation sur des bases entièrement nouvelles. Alexandre avait tenu à lui faire découvrir son véritable univers, non seulement son penthouse et ses privilèges, mais aussi ses peurs, ses insécurités et la solitude qui avaient marqué sa vie avant de la rencontrer. Claire était revenue travailler, mais pas comme agent d'entretien. Alexandre lui avait proposé un poste de coordinatrice du bien-être au travail, reconnaissant que son vécu direct des injustices du système faisait d'elle la personne idéale pour soutenir les autres employés. Au début, je ne voulais pas accepter, avait-elle confié à Carole pendant le déjeuner. Je pensais que les gens allaient croire que c'était juste parce que je sors avec le patron. Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ? Avait demandé Carole. Je me suis rendu compte que je pouvais vraiment aider ceux qui traversent ce que j'ai traversé. Et Alexandre m'a promis que mon travail serait jugé uniquement sur mes résultats, pas sur notre relation. Et en effet, Claire avait gagné le respect de tous grâce à son engagement et à son empathie sincère. Son bureau au 5e étage était devenu un refuge pour les employés en détresse, et ses propositions d'amélioration des conditions de travail avaient été mises en œuvre les unes après les autres. Mais malgré tous ces progrès, sur le plan professionnel comme personnel, une tension persistait entre Alexandre et Claire. Ils avaient décidé de prendre leur temps, de reconstruire la confiance lentement, de se connaître réellement, sans les masques ni les mensonges du passé. Cependant, cette prudence avait aussi créé une certaine distance émotionnelle. Au travail, leur relation restait strictement professionnelle. En dehors, ils se voyaient de temps à autre pour dîner ou prendre un café, mais toujours avec l'impression de marcher sur des œufs. « Tu crois vraiment que ça peut marcher ?» lui avait demandé Claire un soir alors qu'ils marchaient dans le parc des Buttes-Chaumont. « Quoi donc ?» avait répondu Alexandre, bien qu'il sache parfaitement de quoi elle parlait. « Quoi donc ?» avait répondu Alexandre, bien qu'il sache parfaitement de quoi elle parlait. « Nous deux, cette relation bâtie sur tant de mensonges. Ce n'étaient pas des mensonges, Claire, c'étaient des circonstances compliquées. Ce que je ressens pour toi a toujours été vrai. Je le sais, avait-elle soupiré, mais parfois j'ai l'impression qu'on fait semblant que tout va bien alors qu'on a tous les deux peur. Alexandre savait qu'elle avait raison. Ils étaient tous les deux terrifiés. Lui a l'idée de répéter les erreurs du passé et de la blesser de nouveau. Elle a celle de retomber éperdument amoureuse pour découvrir qu'il y avait encore des secrets enfouis. L'occasion de dissiper cette tension arriva de façon inattendue lors de la fête annuelle de fin d'année de l'entreprise. La célébration eut lieu dans la salle de réception de l'hôtel Grand Lafayette, un espace élégant sans être prétentieux. Pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise, tous les employés étaient invités, des cadres jusqu'au personnel d'entretien, et leurs familles étaient également les bienvenus. L'ambiance était festive et détendue. Un groupe jouait de la musique en direct, allant de classiques de la chanson française aux tubes pop actuels. Il y avait un buffet de spécialités traditionnelles de Noël et un bar ouvert. Les enfants couraient entre les tables pendant que leurs parents profitaient d'une soirée sans les soucis du travail. Alexandre observait depuis une table excentrée comment ses collaborateurs, comme il avait appris à les appeler, semblaient sincèrement heureux. Monsieur Aurélien dansait avec son épouse au rythme de « Que reste-t-il de nos amours ?» pendant que Joseph avait entraîné plusieurs collègues dans une farandole. Carole riait à gorge déployée avec ses collègues de la comptabilité et Espérance avait convaincu quelques cadres de goûter à ces fameux gratins dauphinois. Claire était assise à une table proche, vêtue d'une élégante robe bleu marine qui faisait ressortir ses yeux, discutant avec animation avec plusieurs mères de famille au sujet des avantages de la nouvelle crèche d'entreprise. Toute la soirée, leurs regards s'étaient croisés à plusieurs reprises, mais ils avaient gardé leur distance, comme s'ils s'étaient tacitement accordés à laisser à l'autre l'espace nécessaire. Mais lorsque le groupe annonça qu'il allait jouer « Ne me quitte pas », une chanson qu'on entendait à la radio de la Twingo cette nuit pluvieuse, où ils s'étaient embrassés pour la première fois,
Alexandre sut qu'il ne pouvait plus repousser l'inévitable. Il se leva de sa table et s'avança vers le micro de la scène. Le chanteur principal, remarquant son approche, lui céda poliment la place. « Excusez cette interruption », commença Alexandre, la voix légèrement tremblante. « Je sais que c'est une fête pour célébrer tout ce que nous avons accompli ensemble cette année, mais j'ai besoin de profiter de ce moment pour dire quelque chose d'important. » Les conversations s'estompèrent progressivement, jusqu'à ce que la salle soit plongée dans un silence attentif. Claire le regardait depuis sa table, mêlant curiosité et inquiétude. « Il y a presque un an, » poursuivit Alexandre, « j'ai pris la décision de cacher mon identité afin de comprendre réellement comment fonctionnait cette entreprise. Je pensais découvrir des problèmes d'ordre opérationnel ou des inefficacités de gestion. » Il marqua une pause, à la recherche des bons mots. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de découvrir que j'avais vécu toute ma vie comme un étranger dans mon propre monde, que j'avais construit des murs si hauts qu'ils m'avaient isolé de l'essentiel, la connexion humaine authentique. Plusieurs employés échangèrent des regards, comprenant que cette confession allait au-delà du professionnel. « Mais surtout, » ajouta Alexandre en regardant directement Claire, « je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un qui changerait fondamentalement la personne que je suis. » Claire rougit, manifestement mal à l'aise d'être au centre de l'attention. « Claire Dupont, » dit Alexandre en tendant la main vers elle, « veux-tu venir ici, s'il te plaît ?» Un murmure d'émotion traversa la salle. Claire secoua la tête, visiblement mortifiée, mais les personnes à sa table commencèrent doucement à l'encourager. « Allez, Clairette !» l'encouragea M. Aurélien de sa table. « Ne sois pas timide. » Finalement, les joues en feu, Claire se leva et s'avança lentement vers la scène. Alexandre descendit à sa rencontre à mi-chemin et prit ses mains dans les siennes. « Je ne peux pas faire ça devant tout le monde, » chuchota-t-elle. « Tu le peux, » répondit-il doucement, « parce que ces gens ne sont pas des inconnus. Ils sont notre famille. » Ils se tournèrent envers l'assistance, mais Alexandre garda ses mains enlacées dans celles de Claire. « Pendant des semaines, j'ai travaillé aux côtés de cette femme extraordinaire, » reprit-il, « et chaque jour, elle m'a appris quelque chose de nouveau sur le courage, l'intégrité et l'amour sincère. Elle m'a montré que la vraie valeur ne se mesure pas en compte bancaire, mais dans la façon dont on traite les autres quand personne ne regarde. » Les larmes commencèrent à perler dans les yeux de Claire. Elle m'a appris que la vraie richesse, c'est d'avoir quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es vraiment, pas pour ce que tu possèdes, ni ce que tu représentes. Alexandre se tourna vers elle pour la regarder droit dans les yeux. Alexandre se tourna vers elle pour la regarder droit dans les yeux. « Claire, je suis tombé amoureux de toi quand tu pensais que je n'étais qu'un simple agent d'entretien. Et toi, tu es tombée amoureuse de moi quand j'étais la version la plus authentique de moi-même que je n'avais pas été depuis des années. Ça, c'est réel. C'est ça qui compte vraiment. » Sa voix se brisa légèrement. « Je t'aime quand tu es furieuse contre moi pour t'avoir menti. Je t'aime quand tu me pousses à devenir un homme meilleur. Je t'aime quand tu me fais rire avec tes histoires. Je t'aime quand tu me prends dans tes bras après une journée difficile. » Un silence absolu régnait dans la salle, mais chargé d'émotion. « Et si tu m'en donnes la chance, je veux passer le reste de ma vie à t'aimer de toutes les manières possibles. » Sans plus attendre, Alexandre se mit à genoux devant elle et sortit une petite boîte en velours de sa poche. « Claire Dupont, veux-tu m'épouser ?» Le cri de surprise de Claire se mêla aux exclamations de joie de toute la salle. Les larmes coulaient librement sur son visage, tandis qu'elle regardait la bague, un solitaire élégant mais discret, parfait pour elle. « Tu es fou ?» lui demanda-t-elle en pleurant et riant à la fois. « Ici, devant tout le monde ?»« Complètement fou, avoua-t-il. Fou de toi. » Claire le regarda dans les yeux, y lisant tout l'amour, la vulnérabilité et l'espoir qu'il avait caché pendant des mois. « Oui, » murmura-t-elle si bas que seul lui put l'entendre. « Quoi ?» demanda-t-il, feignant de ne pas avoir entendu. « Oui !» cria-t-elle assez fort pour que toute la salle l'entende. « Oui, je veux t'épouser !» La salle explosa en applaudissements, cris de joie et sifflements. Alexandre se relevait et l'embrassa avec toute la passion qu'il avait retenue depuis des mois. Ce baiser avait le goût de larmes heureuses, de promesses tenues et d'un avenir plein de possibles. Lorsqu'ils se séparèrent, riant et pleurant en même temps, ils se retrouvèrent entourés de leurs collègues venus les féliciter. « C'était pas trop tôt !» lança Joseph par-dessus le bruit. « On savait qu'ils finiraient ensemble !» ajouta Carole. Monsieur Aurélien s'approcha, les larmes aux yeux, et les étreignit tous les deux avec force. « Mes enfants, je suis tellement heureux pour vous. Vous méritez tout le bonheur du monde. » Tandis que la fête reprenait autour d'eux, Alexandre et Claire restaient dans leur petit cocon de bonheur.
se regardant comme si c'était la toute première fois. « Tu sais ce qu'il y a de plus incroyable dans tout ça ?» chuchota Claire à son oreille. « Quoi ? C'est qu'on a commencé par un mensonge, mais qu'on a terminé avec la plus belle vérité que j'ai jamais connue. Et c'est quoi cette vérité ?» demanda-t-il, même s'il connaissait déjà la réponse. « Que l'amour véritable peut tout surmonter, quand deux personnes sont prêtes à se battre pour lui. » Alexandre l'embrassa de nouveau, cette fois doucement, tandis que le groupe reprenait la musique et que les couples retournaient sur la piste de danse. 6 mois plus tard, ils se marièrent lors d'une cérémonie intime dans les jardins de l'hôtel Domaine de la Colline à Aix-en-Provence. Le mariage fut modeste mais parfait, entouré des employés les plus proches qui étaient devenus leur famille. Monsieur Aurélien accompagna Claire à l'hôtel. Joseph fut le témoin d'Alexandre et Carole la marraine de Claire. Il n'y eut ni faste ni luxe excessif, juste de l'amour sincère et la promesse d'un avenir bâti sur des fondations solides, honnêteté, respect mutuel et la certitude qu'ils avaient retrouvé en l'autre non seulement leur âme sœur, mais aussi leur meilleur ami. Et tandis qu'ils échangèrent leurs vœux sous un ciel étoilé, tous deux savaient que leur histoire avait commencé par un mensonge nécessaire, mais qu'elle avait fleuri dans la vérité la plus belle de leur vie, que l'amour véritable trouve toujours le moyen de triompher, que l'amour véritable trouve toujours le moyen de triompher.